Et c'est parti ce soir pour le 18e live avec vous-même. Je coupe tout ça. Et me voilà donc en direct avec vous pour 45 minutes, 30 minutes, puisque pas de sujet. Qu'est-ce qu'on fait ce soir s'il n'y a pas de sujet? Eh ben, je vais vous laisser poser vos questions ce soir s'il n'y a pas de sujet. Ouais, vos questions en direct, en live. On va parler de ce que vous voulez. Un arrangement entre nous, où vous me posez ce que vous voulez comme question sur n'importe quel sujet, et je vous réponds. Alors, s'il n'y a pas de questions, je parlerai de ce que j'ai envie, et je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais c'est ouvert. Ça peut être des questions de l'ordre, on l'a déjà abordé, mais peut-être des précisions sur le rôle des parents, sur la place de l'homme dans le couple, ou de la femme dans le couple, ou sur ce qu'on peut trouver comme problématique au travail, qui va nous renvoyer à nos problématiques familiales, ou sur le transgénérationnel, comment ça marche, et comment on fait, ou sur le décodage biologique, sur une maladie, sur quelque chose. Ce que vous voulez ce soir, c'est ouvert. Donc j'attends vos questions dans le chat. Et en attendant, je vais vous chanter une chanson. Non, pas ce soir. J'ai pas la voix. Et puis ça vous intéresse pas que je chante une chanson ce soir. Je suis beaucoup dans le transgénérationnel en ce moment. Alors, je vais répéter, je vais peut-être l'écrire dans le chat. Est-ce que les autres vont le voir si je l'écris dans le chat? Ouais. Ce soir, c'est sujet libre. Ce soir, vous posez votre question sur un sujet. C'est-il pas Petit Papa Noël? Parce que si tu veux qu'il descende du ciel, c'est pas la meilleure façon. Je dis pas que je chante mal, non, non. Je vais même chanter en chorale. Mais là, pas ce soir. On n'est pas là pour faire du karaoké. Par contre, on peut chercher pourquoi Petit Papa Noël, c'est nécessaire. Mais qu'est-ce qui se passe avec Petit Papa Noël? Et je m'engage à répondre à n'importe laquelle de vos questions. J'ai dit à Mag Lali, qui a posé une question sur je ne sais plus quel sujet, dermatite séborrhée, etc., que je ne répondrai pas si c'est pas elle. C'est plus intéressant si c'est vous que ça concerne, évidemment, parce que vous avez bien compris que quand c'est vous que ça concerne, je peux poser juste 2 ou 3 questions, et Karine, qui m'a répondu, sur ce sujet-là, je vous fais pas raconter de votre vie. Je vous pose juste 1 ou 2 questions pour voir si on est sur la bonne piste. L'idée, c'est de vous faire comprendre que derrière chaque problématique, il y a une manifestation. Ah, Marie-Claire, bienvenue. J'ai un sujet, le détachement. Le détachement. Le détachement de... Comment on peut se détacher de l'autre? Comment on peut se détacher de quoi? C'est quoi la précision? Merci de préciser le sujet, Marie-Claire, le détachement. Être détaché, ne pas être impacté, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce qu'on peut l'aborder de plein de façons différentes, ce sujet. Donc un petit peu plus de précision, Marie-Claire, s'il te plaît. Et ce sera avec plaisir que je répondrai dans le sens où tu poses la question. Donc ce soir, c'est live, c'est en direct. Et Marie-Claire nous demande en direct, live maintenant, bonsoir, j'ai un sujet, le détachement de l'autre d'un lieu. Alors, bonsoir, le détachement de l'autre, le détachement d'un lieu. Donc l'inverse, comment traiter la dépendance à ce lieu? D'où vient la dépendance à ce lieu? D'où vient la dépendance à l'autre? Ça serait comme ça que... Parce que le détachement, c'est la solution, hein, on est d'accord? C'est pas un problème, le détachement.
À moins que je n'ai pas compris, mais je ne pense pas que le détachement, ça soit un problème. Je pense que le problème, c'est l'attachement. On est d'accord? Donc l'attachement, je parle là-dessus, tu me dis si je me trompe. L'attachement à l'autre, l'attachement à un lieu. Vous êtes assez nombreux ce soir pour commencer à répondre à Marie-Claire. Pourquoi on s'attache à un lieu? Pourquoi on s'attache à quelqu'un? Pourquoi on ne peut pas s'en détacher? Ça doit être la question originale. Allez-y. Bonsoir Brigitte. La dépendance au lieu. Ok. Donc, tout le monde, tout le monde. Pourquoi on ne peut pas se détacher d'un lieu? Pourquoi on ne peut pas se détacher de quelqu'un ou d'un lieu? Je répondrai sur les deux, parce que j'ai la réponse aux deux. En tout cas, j'ai une piste. J'ai une piste. Donc, allez-y. Quelles sont vos options, les gens? Les gens, je vous demande de donner vos options à Marie-Claire. Peut-être, Marie-Claire, tu as déjà toi-même une première piste à nous donner. Peut-être tu ne sais pas quoi faire cette piste-là, peut-être tu as peur de te tromper, mais peut-être ça c'est intéressant qu'on partage cette piste. Ça serait intéressant qu'on partage cette piste. Marie-Colette, bonjour. Donc, la dépendance au lieu, la dépendance à une personne. De quoi ça vient? Brigitte, un lieu est lié à un souvenir, oui. Les souvenirs qui s'y rattachent, exactement. Bien. Se détacher d'un lieu, du coup, ça reviendrait à quoi? À oublier les souvenirs? C'est ça votre hypothèse? Alors, ah ben, vous voyez, c'est cool ça, j'aime quand vous participez. Alors, la peur de l'inconnu. Oui, effectivement, se détacher de quelque part, ça veut dire on se lance où on ne connaît pas, donc ça peut être la peur de l'inconnu. Par habitude et donc par peur du changement, c'est pareil que la peur de l'inconnu, donc très bon. C'est des très bonnes raisons. Pourquoi on ne peut pas se détacher d'un lieu? On peut très bien ne pas se détacher d'un lieu et aller vers l'inconnu. Ok? Se détacher d'un lieu, est-ce que ça veut dire déménager de quelque part? Ou est-ce que ça veut dire garder dans sa famille une maison, un terrain, quelque chose comme ça? C'est deux choses différentes. Est-ce que la problématique, elle est de partir de quelque part ou de garder la maison de ses grands-parents, de ses tantes, etc. C'est différent. On ne peut pas ou on ne veut pas. Si on ne peut pas, c'est inconscient. Et si on ne veut pas, c'est conscient. Mais pourquoi on ne veut pas? Qu'est-ce qui nous pousse à ne pas vouloir? À mon avis, c'est une raison inconsciente. Donc on arrive au même résultat. Ok? Oui, lieu lié à un souvenir, pas peur de perdre ce lieu. Un lieu peut être un symbole représentant quelqu'un, quelque chose, et par là, c'est la dépendance à cette chose, cette personne qui est en cause. Le lieu, c'est vraiment que de symbole. Marie-Colette, je te remercie de ton éclairage. Marie-Colette, c'est une collègue de décodage biologique que j'apprécie beaucoup. Et elle va répondre beaucoup de choses très justes. C'est bien. C'est bien. Les souvenirs attachés à ton lieu, Marie-Claire, c'est effectivement des souvenirs affectifs. Un lieu en soi-même, c'est rien. Alors, certaines personnes très sensibles, magnétiquement parlant, partir de quelque part par peur pour Cécile et Marie-Claire. C'est quelque chose de très très sensible, un lieu. C'est quelque chose de très personnel où il y a beaucoup d'affect. Et l'affect, il est lié pas au lieu, mais à ce qu'on a vécu. On a vécu quelque chose de bon, quelque chose de beau, et globalement, on l'a vécu avec quelqu'un. C'est encore plus fort. Donc, ne pas se détacher d'un lieu, c'est garder symboliquement l'attachement à la personne rattachée au lieu.
On va reparler de l'inconnu parce que vous le nommez tous un petit peu là, cet inconnu qui fait peur, ce changement. On va y revenir dessus tout à l'heure. Marie-Claire, sur quelque part, est-ce qu'il est attaché à quelqu'un en particulier? Et dans ce cas-là, est-ce que la relation avec ce quelqu'un est interrompue? Sûrement, puisque tu ne veux pas partir du lieu. Et du coup, comment tu pourrais faire pour partir, pour trouver le moyen de partir? Ok, merci. Se détacher d'un lieu qui représente quelqu'un, c'est se détacher de quelqu'un. C'est faire le deuil. Se détacher de quelque chose, c'est faire le deuil. Ok? On peut faire le deuil si les comptes sont réglés avec ce quelqu'un. Magali, c'est resté dans sa zone de confort. Cécile, mon père. Très bien. La zone de confort, c'est zone de confort pour l'inconnu, pour du changement, c'est quelque chose qu'on verra après, qui n'a pas vraiment à voir avec le sujet dont parle Marie-Claire là. Là, Marie-Claire, visiblement, et Cécile, pareil, nous parle d'un lieu qui est lié à un affectif, à quelqu'un, affectivement. Et normalement, on devrait pouvoir faire le deuil de cette personne naturellement. Processus de deuil, on va faire le deuil, mais à quel prix? Enchanté. Donc ce soir, on vient sur le deuil. C'est le gros sujet là, du soir qui sort au bout de 12 minutes. On a une représentation qui est parfois fausse de faire le deuil. Faire le deuil, ça veut dire oublier pour certaines personnes. C'est pas ça le deuil. Le deuil, c'est pas oublier. Le deuil, c'est être en paix affectivement avec la chose, le lieu, la personne, qui revient toujours à la personne, qui à laquelle on est attaché, à laquelle on est potentiellement dépendante. Faire le deuil, c'est être en paix, c'est-à-dire ne garder que les bons souvenirs. Ne plus garder la douleur, évacuer la douleur. Pourquoi la douleur n'a pas été évacuée? Ok. Tous les courants psy se sont mis d'accord, à quelques nuances près, pour dire que le processus de deuil, c'est quelque chose qui se fait naturellement. En 5 à 9 étapes. Ça dépend des courants. La toute première qu'on peut citer, c'est le déni. Non, c'est pas vrai. Il est mort, je te crois pas. Je crois pas. Ok. Et on bloque des fois sur non, c'est pas possible, et non, je veux pas te croire, et ça dure pas très longtemps généralement parce qu'on est un petit peu évolué, on va dire, et puis on passe cette étape-là. Mais c'est une étape. Il y a des gens qui restent bloqués là-dedans. Ben non, il n'est pas mort. Je l'ai pas vu mort. Je sais, on m'a dit qu'il était enterré, mais je l'ai pas vu. J'étais pas à l'enterrement, je l'ai pas vu mort. Et ça, c'est valable surtout chez les petits enfants, les enfants petits. Un enfant qu'on n'emmène pas au cimetière pour l'enterrement de sa grand-mère, de son oncle, de quelque chose, pour ne pas le perturber, ça l'empêche de contacter la douleur, la difficulté des adultes de laisser partir cette personne-là, ou de pleurer cette personne-là qui est morte, parce que ça fait quelques jours qu'elle est morte seulement, on va l'enterrer là, c'est terminé. Et l'enfant peut contacter à la fin des choses. Et comme il est entouré d'adultes qui pleurent, il peut se laisser aller lui aussi à pleurer. Et c'est très très bon. C'est très très bon parce que je vois beaucoup d'adultes qui viennent, qui n'ont pas pu faire le deuil de leur père, leur sœur, leur grand-mère, leur grand-père, simplement parce que leurs parents ont estimé que t'es trop jeune.
Et c'est des adultes qui sont dans mon cabinet et qui pleurent toutes les larmes de leur corps quand on recontacte ce moment-là, parce qu'on va le revivre en fait pour le traverser à nouveau et vraiment l'évacuer. Et elle ne peut pas dire au revoir, ne serait-ce que symboliquement, ne serait-ce que, je parlais du déni tout à l'heure, j'ai pas vu mon grand-père, je l'ai vu, il était en pleine santé, et la semaine suivante on l'a enterré, donc pour moi il est pas là. Quelque part en moi, c'est pas fait. Le deuil, c'est facile à savoir si ça fait ou pas. Je pense à Cécile et à... Je pense à Cécile et Marie-Claire. Je lis vos posts en même temps. Je pense à Cécile et Marie-Claire. Pour savoir si ça fait le deuil, c'est simple. Si vous pensez à un très très bon moment passé avec cette personne, est-ce qu'il y a une forte émotion qui vient? Qu'il y ait une belle émotion, que ce soit tendre, doux, agréable, c'est normal. Ça, c'est avoir fait le deuil. C'est apaisé. Mais une forte émotion avec des larmes, non, c'est pas apaisé. Et si vous resserrez pour descendre des larmes, ben c'est la même chose. Okay, si vous pensez à tout ce qui n'a pas pu être fait, à tout le temps depuis quand vous l'avez pas vu, au plaisir de l'avoir dans vos bras, etc., etc., quelle est l'émotion qui sort? S'il y a de l'émotion, c'est fait. J'ai beaucoup pleuré, mais ça suffit pas. Parfait. Alors on rentre dans quelque chose d'autre dans le deuil. Si tu pleures encore aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un compte qui n'est pas réglé. C'est basique, je vais vous dire, et ça va vous paraître un petit peu froid, mais quand quelqu'un meurt, il faut qu'on ait absolument réglé tous ses comptes avec. On ne peut pas partir en dette de quelque chose, et c'est impossible qu'il nous doive quelque chose, ce mort-là. Je cite des exemples. Le premier cancer du sein sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler en décodage biologique, c'était une jeune femme qui avait 44 ans. Et on a travaillé sur son cancer du sein. On est revenu au moment clé qui, selon le décodage biologique, c'est pour faire simple, le moment où on va se programmer son cancer. Okay, il s'est déclaré après. Et ben, c'est quand elle a 19 ans. Elle s'entend énormément bien avec son père. C'est vraiment une relation magique. Il est super doux, super agréable avec elle. Ils discutent de choses très profondes. C'est vraiment une très belle relation qu'elle a avec. Et un jour, elle va partir au Maroc, je crois, en vacances. Et juste avant, dans la semaine, elle s'engueule avec lui, mais comme jamais. Elle me dit, je me suis jamais engueulé avec lui, sauf cette fois-là. Et c'était énorme. Il m'a fait sortir de mes gonds. Je l'ai trouvé très con et très nul. Et quand je suis parti en vacances, j'étais contente de partir de ce con-là, parce que vraiment, c'était insupportable. Et une semaine après, elle va au Maroc, elle passe des bonnes semaines, ça se tasse. Et une semaine après, elle rentre chez elle et elle a plaisir à retrouver son père. C'est super. Et c'est sa mère qui l'accueille à l'aéroport. Et là, tout de suite, elle sait quelque chose, et son père est mort. Et en fait, elle n'a jamais pu faire le deuil. Elle a pleuré, elle est allée à l'enterrement parce qu'elle a pu y aller quand même. Elle a pu lui dire des choses, mais elle n'a jamais reçu la version de son père, le pardon de son père. Et elle n'a jamais pu régler ce compte-là. C'est toujours resté ouvert en elle. Et elle a reproduit cette histoire dans son couple après, qui est revenu lui ramener des émotions. C'est ce qui a déclenché son cancer. Et quand on remonte à cette période-là, qu'on démonte ça, qu'on fait le deuil, c'est une copine qui vient me voir en fait pour travailler sur son cancer du sein. Elle veut me voir moi. Je suis en formation en décodage. Voilà, c'est tout neuf. C'est tellement tout neuf qu'on est en 2011 à l'époque. Ouais. Je viens juste de finir. Et elle veut que ce soit moi qui travaille sur son cancer. Alors que j'ai jamais travaillé sur un cancer de ma vie. Mais je sais que le cancer, c'est juste une émotion plus grosse que les autres. Vaguement, hein, c'est une émotion plus grosse que les autres, mais sur le même sujet. Donc une fois qu'on a compris à quoi sert le sein, quel est son rôle et sa destination,
biologiquement parlant, quel sens biologique il a pour la personne, on peut travailler sur l'émotion de la même façon. Et je fais ça. Je travaille, tac, 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 tac. Et on va jusqu'à ce moment où elle n'a pas fait le deuil de son père, et là, elle fond en larmes, elle explose, alors qu'elle ne s'en apercevait même pas qu'elle n'avait pas fait le deuil. Elle ne le savait pas, elle y pensait de temps en temps, mais sans ça. Et là, ça lui explose à la figure tellement c'est violent. On fait ce petit... c'est vraiment un petit processus de deuil. C'est une séance. Ça dure, allez, 30 minutes. Et en 30 minutes, on va réexplorer ce qui s'est passé et on va nettoyer ce qui s'est passé. On va faire exprimer ce qui n'a pas été exprimé, en fait. Et avec les outils thérapeutiques qu'on a en décodage biologique, on va permettre de recevoir, de dialoguer avec l'autre et de se remettre dans la situation conflictuelle. Et donc de désamorcer ça, d'exprimer ce qui n'a pas été exprimé, et surtout de voir l'autre qui réagit, et simplement de réamorcer le processus de deuil. Alors quand on le réamorce, c'est marrant, parce que, enfin c'est marrant, pardon, c'est pas drôle du coup, vraiment pas, puisque ça réamorce toute la tristesse. Il y a souvent beaucoup de tristesse qui revient pendant quelques semaines, des vagues et des débordements de tristesse, alors qu'il n'y a pas de raison dans la vie d'être triste. Mais c'est juste le deuil qui se remet en route. Et un deuil, c'est fait en 6 mois, 9 mois maximum, qui que ce soit qu'on perde. J'ai eu la chance, quand ma mère est morte, il y a 5 ans, 6 ans maintenant, elle est morte d'un coup, dans son sommeil. Elle était en vacances, dans un gîte avec une copine, bref. Et je l'ai vue la veille de son départ. Et juste à ce moment-là, la veille de son départ, j'ai réussi à vraiment la prendre dans mes bras et à vraiment ressentir le lien avec elle, à avoir aplani tout ce qu'il pouvait y avoir entre elle et moi. Et il y en avait beaucoup. Oh là, je suis en train de parler de ma vie, là. Bon, vous avez gagné. Et quand j'ai aplani tout ce qu'il y avait entre elle et moi, j'ai senti que le lien était apaisé et c'était bon. Elle est morte, ça m'a secoué, pas tout de suite, parce qu'il a fallu que je gère tout l'enterrement et compagnie. Mais juste après, une semaine après, bouf, un gros coup, c'est monté, l'émotion est montée, je l'ai laissé sortir, j'ai exprimé tout ce qu'il avait exprimé, etc., etc. Et puis, voilà, au bout de 6 mois, c'est OK. Et d'autres membres de ma famille qui n'ont pas fait ce deuil-là sont toujours en train de ressasser et de ressortir les histoires. Alors que moi, c'est ma mère et en 6 mois, c'était fait. Et aujourd'hui, quand j'y pense, c'est dommage, oui, j'ai ma fille qui a 12 ans, qui a plus de grand-mère de mon côté, et ben, c'est triste pour elle. C'est malheureux, mais c'est la vie, c'est comme ça, et moi, ça me touche plus. Je peux raconter à ma fille tout ce qu'on faisait avec ma mère, etc., etc. Je suis plus touché par son décès. J'en parle avec amour et plus avec douleur. C'est là la différence. Ok. J'ai pris cet exemple de cette jeune femme et de son cancer. Donc, le non-deuil de son père avait déclenché son cancer. J'ai eu une fois aussi un truc assez extraordinaire, une histoire de chien. Un monsieur qui arrive à mon cabinet déprimé, puis ça se voyait sur lui, il était habillé, déprimé. Et je lui dis, mais c'est depuis quand? Ben, c'est depuis que mon chien est mort. Il a 50 ans, le monsieur, hein. C'est depuis que mon chien est mort. Bon, ok. Moi, je sais que potentiellement, c'est pas la faute du chien, hein. On n'est pas en dépression depuis que son chien est mort, sauf si le chien représente quelque chose. Mon chien, c'était un schnauzer géant, un schnauzer géant, un schnauzer géant, et il m'en parle 40 fois, son schnauzer géant, s'il m'en parle pas. Et, ok, ce schnauzer, s'il venait d'où? Depuis quand vous l'aviez? Ah ben, je l'ai eu, en fait, quand mon autre chien est mort d'une tumeur cérébrale, et j'ai pas pu le sauver, je l'ai regardé mourir, et j'ai pas pu le sauver. Et c'était quoi comme chien? Un schnauzer géant, j'ai repris le même, et oula! Donc le deuxième chien qui meurt ramène au premier chien qui meurt. Mais c'est toujours un chien. Schnauzer. Et puis il insiste. Schnauzer, j'adore cette race, il n'y a que cette race qui compte, c'est Schnauzer. Bien.
on parle de ça, il est sur ma table d'ostéo, hein, parce qu'à l'époque, je fais beaucoup de poiers encore, il est sur ma table d'ostéo, je travaille avec lui, et je travaille à simplement libérer ce qu'il y a dans son corps, et je le fais parler en même temps. Et je lui dis, bon, étonnant votre histoire de chien, on va voir ce que donne la première séance, vous revenez dans 2 semaines. Il revient 2 semaines après, c'est pareil, il va un peu mieux physiquement, c'est moins dur. Ah oui, il a beaucoup de problèmes au boulot aussi, des gens qui l'apprécient pas, qui l'aiment pas, qui se battent avec lui. Bref, sa vie est compliquée. Et entre-temps, j'ai regardé Google, parce que Schnauzer, c'est particulier. Il fait une fixette sur la race, ok? Schnauzer, il n'y a que ça. Je regarde Schnauzer, la description, Schnauzer, c'est un caniche géant. Et Schnauzer, ça vient de nez en allemand, le nez. Et parce qu'ils ont un nez particulier, c'est des très fins limiers. Bon. Et je note. Décodage biologique, je note. Ça veut dire quelque chose. Ça a un sens. Tout a un sens, ok? Et il se repose sur la table, on fait deuxième séance, et puis je lui demande de me raconter quelle importance ça a un chien pour lui, dans son enfance, bien sûr, puisque c'est à peu près là que vont naître les choses. Et puis il m'apprend que, en fait, il n'a pas été élevé par ses parents et par ses grands-parents dans une ferme. Et dans cette ferme, il y avait des oies, des jarres qu'il coursait, ce petit gamin, et il avait un défenseur, c'était son chien. C'était le chien qui... Ok, le chien. Le chien, c'était pas un Schnauzer. C'était le chien qui le défendait. Donc, c'était le chien qui jouait le rôle de protecteur. Il vit pas avec ses parents. Il vit avec ses grands-parents. Son protecteur normal, c'est le père. Ok, il n'est pas là, son père. Donc, son grand-père doit jouer le rôle. Mais c'est le chien qui le protège contre les oies, qui assure sa sécurité. C'est lui qui joue la protection. Et là, je lui dis, mais il est mort comment, ce chien? Et là, boum, l'émotion sort. Il me dit, j'étais en train de faire du vélo autour de la ferme, et puis j'ai entendu un coup de feu, un coup de fusil. Et j'ai su exactement ce que c'était. C'était mon grand-père qui a parlé à demi-mot depuis plusieurs jours. Il avait abattu le chien parce qu'il était trop vieux, il souffrait. Je suis arrivé dans la ferme, il y avait un trou creusé dans un champ pas loin, et mon grand-père était en train de le reboucher. Et il m'a interdit d'approcher, j'ai jamais pu approcher ce chien, j'ai jamais pu approcher ce chien pour faire mon deuil. Ok, 6 ans, chien, deuil, mais ça reste un chien. Son chien protecteur, ok, c'est la représentation de son père, mais quand on va sur l'histoire du père, non, il prend pas. Non, mon père, il veut pas en parler, donc on reste sur le chien. Et puis je lui dis, est-ce qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui est mort et ça avait un rapport avec quelque chose qui sentait très très mauvais. Ça puait. Parce que dans ma petite tête, nez égale odeur. Mauvaise odeur. Généralement, si c'est un conflit, c'est une mauvaise odeur. Donc, il me parle de chien, il me parle de mort. Ça fait 2 chiens qui meurent, un protecteur, l'autre qu'il aime beaucoup, enfin les 2 autres qu'il aime beaucoup, et il est en dépression. Ok, donc il lui manque quelque chose, il a perdu quelque chose. Bref, on va pas s'étaler sur la dépression aujourd'hui. Mais quand je lui pose cette question-là, il éclate en sanglots sur la table. Je m'en souviens, c'était tranquille, comme ça, il discute, et je lui pose la question, et bam, il explose, les larmes sortent, il met 3 minutes à s'en remettre, et il me dit, mais comment vous savez ça? Je dis, mais racontez-moi une histoire. Et en fait, c'est son grand-père qui est mort. Son grand-père qu'on a retrouvé mort dans son jardin, le nez dans sa brouette de fumier. Et son grand-père, il n'a jamais pu lui dire à quel point il l'aimait. Parce que ça ne se faisait pas à l'époque. Et juste dans la séance, je l'invite à faire le processus de deuil, donc à dire au revoir à son grand-père, à vraiment être en contact avec lui. C'est avec tous les outils thérapeutiques qu'on a, ça va très bien. Et il dit au revoir, il pleure toutes les larmes de son corps pour son grand-père. Son grand-père, il est mort, je crois que ce monsieur avait 20 ans.
25. 25. Pourquoi 25? Je vais vous dire. Et quand il avait 25 ans, lui est parti de la ferme depuis longtemps. On trouve son grand-père mort dans la boîte de fumier. Il lui a jamais dit qu'il l'aimait. Et en fait, ce grand-père, c'est celui qui l'a élevé. C'est son père de remplacement. Ce chien, c'était son père de remplacement. Quand il choisit le schnauzer, c'est pour à la fois se rapprocher de l'histoire du chien qui le protégeait, du grand-père qui était mort. Ça, c'était ce que le schnauzer représentait, le premier. Quand le schnauzer meurt, le premier, c'est un drame immense pour lui. Hop, il en prend un deuxième. Il fait du remplacement. D'accord? C'est le deuxième schnauzer, c'est le gisant du premier. Rappelez-vous tout ce qu'on a dit en termes de gisant. Et le deuxième meurt. Mais le deuxième meurt quand lui, il a 50 ans. Au double de l'âge où son grand-père est mort. Donc en fait, au double de l'âge, au double de son âge quand le chien meurt, ça le ramène au deuil non fait de son grand-père. Il n'est pas fait parce que simplement, il n'a jamais dit merci pour l'avoir élevé. Il n'est pas fait non plus parce que c'est ce grand-père-là qui a tué ce chien-là et il lui en a voulu un petit peu toute sa vie d'avoir tué son chien préféré. Donc il n'a jamais pu vraiment lui dire je t'aime, parce qu'il avait encore ça sur le cœur. Et donc il n'a pas fait le deuil du premier chien non plus. Donc je le fais faire un petit travail symbolique, deuil du premier chien, deuil de son grand-père. Il est revenu 15 jours après, métamorphosé, méconnaissable. C'était impressionnant. Donc un deuil non fait entraîne une dépression, entraîne un cancer, entraîne plein de choses. Cécile, elle nous parle beaucoup. Alors peut-être Marie-Claire, ça te parle. Ma grand-mère était une sainte de la sagesse qu'elle avait. Ma mamie, c'est mon mentor. J'étais sa chouchoute, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans quand elle est morte, je suppose. J'en ai eu 2 cancers du sein, 32, 49, j'en ai 45. Ok, là, il faut voir dans le détail, c'est un peu compliqué. Idem pour moi, elle est morte le lendemain, je pense que c'est la grand-mère. Et j'ai perdu ma chienne il y a 2 ans, c'était mon bébé. C'était un teckel. Christophe alors ça c'est Brigitte, Christophe a une grande boîte de mouchoirs, on pleure beaucoup en séance, mais comme ça fait du bien. Merci. Oui, les mouchoirs sont fournis avec la séance, c'est pas un supplément. Sinon, ça serait une fortune. Et Cécile nous dit c'est ça et c'est dur. Ok. Et bien Cécile, ce chien représentait quelqu'un et je vous invite à voir. Alors c'était mon bébé. Cécile, vous avez des enfants, vous n'avez pas d'enfants. Après, il faut que j'arrête de jouer ce truc rouge. C'est juste une petite... Voilà. J'arrête de jouer. Donc Cécile, des enfants, pas d'enfants. Si vous n'avez pas d'enfants et que ce teckel, c'est votre bébé, il y a des chances qu'il y ait un deuil non fait des enfants que vous n'avez pas eu. Donc je dirais, vous n'en avez pas eu, ou peut-être 2 cancers du sein. Fausse couche? Je me trompe en disant fausse couche? Ou pas d'enfant, Cécile, c'est ça? Si c'est pas vous qui avez la fausse couche ou pas d'enfant, alors c'est pas votre grand-mère, ce ne serait pas votre grand-mère, mais on peut remonter sur les enfants morts chez votre grand-mère, avec sa grande sagesse. Quels enfants elle a perdu? C'était votre mentor, donc vous étiez complètement scotché à elle. En plus, Cécile, comme c'est votre grand-mère, il y a des chances que vous portiez son prénom. Avec un peu de chance, là, sa date de naissance ou sa date de décès. Et du coup, vous reprenez l'histoire de votre grand-mère. Donc, il y a un niveau transgénérationnel, vous revivez ce que votre grand-mère va vivre quand elle perd ses propres enfants, en IVG, en fausse couche, en enfant mort-né, pourquoi pas. Et vous, votre chien, c'est votre bébé. Alors, j'ai pas de confirmation si vous avez eu des enfants ou pas encore. Hein. Non, la vie n'a pas voulu. Donc là, je dis bingo dans ce cas-là. Juste cette réponse, elle vient confirmer l'hypothèse. Je reprends depuis le début pour faire calme. Vous avez une grand-mère, c'est votre mentor. Généralement, les liens très très forts entre nous, nos grands-parents, veulent signifier que on porte leur histoire. On porte leur histoire à travers leur prénom, leur date. Si vous pouvez me confirmer le même prénom qu'elle, même prénom que un des prénoms que votre grand-mère vous portez, on validera encore une théorie transgénérationnelle. Mais si vous validez ça, c'est double bingo. Ce qui veut dire que vous portez son histoire. Elle,
perd des enfants, IVG, mort-né, on ne sait pas. Après, peu importe. Vous portez l'histoire de cette femme qui perd des enfants et pour qui c'est très, très, très douloureux. Donc, le message inconscient que vous portez, c'est « fais pas d'enfants, c'est trop douloureux ». Donc, la vie ne veut pas que vous fassiez d'enfants. Okay. Pour moi, c'est votre histoire transgénérationnelle. Mais vous prenez un substitut, un teckel. Un teckel. Teckel. Là, je vois pas. Je peux pas décoder teckel comme ça. Par contre, elle a peut-être un petit nom, un prénom qui était plutôt, voilà, enfant que chien. Mais quoi qu'il en soit, c'est votre bébé et c'est ce que vous mettez comme attention dessus qui va avoir du poids. Et ben, quand il meurt, ben, vous recontactez juste la douleur de votre grand-mère d'avoir perdu ses enfants. Donc un petit travail transgénérationnel pour voir qui a perdu des enfants au-dessus de vous, dont vous dépendez, et vous serez libéré de ces drames-là. Vos cancers du sein, j'en ai pas de mamie, j'ai pas de prénom de votre grand-mère. Ok. Il faut alors, est-ce que vous avez tous vos prénoms et tous ceux de votre grand-mère? On va faire un petit test et on va arrêter après ça. Parce que ça me botte. Je l'ai déjà fait une fois et j'ai envie de le refaire. Cécile, si vous pouvez m'écrire tous vos prénoms et tous ceux de votre grand-mère, si vous les connaissez, on va pouvoir faire une petite vérification. La vérification, c'est si Cécile porte, non pas les prénoms, elle a dit qu'elle n'en a pas, mais si les fêtes des prénoms de Cécile se rapprochent des fêtes des prénoms de sa grand-mère, de sa date de naissance ou de sa date de conception, voire de sa date de décès, naissance-conception plutôt de sa grand-mère, c'est que Cécile est sa jumelle transgénérationnelle, ça s'appelle. Okay, ce qui fait qu'elle porte réellement son histoire, c'est ce qu'elle vit. Alors, oui, j'ai pensé à ça, Marie-Colette. T'es quelle? Qui es-tu? T'es quelle fille? T'es quel enfant? Toi? T'es quel? T'es lequel enfant que j'ai perdu? J'ai pensé, mais c'est un petit peu trop capillotracté, donc j'ai laissé ça pour plus tard, une fois qu'on a vérifié le lien avec l'enfant. C'était la chienne à mamie. Elle s'appelait Dolly. Alors là, je comprends plus rien. Dolly, c'était la chienne de la grand-mère. Vous, c'était un York. J'essaie de faire le lien dans ma tête. On va laisser tomber les histoires de chiens. Pour l'instant, on va ramener... Parce qu'en fait, les chiens sont qu'une représentation du problème. Donc, on va revenir sur votre grand-mère. Si vous avez les prénoms et les dates de votre grand-mère, Cécile Rande, non, c'est René que vous voulez écrire, hein? Cécile René. Ok. Mamie Jeanne. Mamie Jeanne, elle est née quand? Cécile, 22 novembre, la fête, si je ne me trompe pas. De mémoire, René, c'est le 15 octobre. Jeanne, c'est le 30 mai, donc ça n'a rien à voir avec ça jusque-là. Mais est-ce que Jeanne est née ou conçue le 22 novembre? C'est ça, il n'y a que 22 novembre. Est-ce que René, est-ce que... Je repose ma question. Le lien entre vous et votre grand-mère est validé si votre grand-mère est née ou conçue le 22 novembre, ou si elle a une date de fête qui se rapproche du 22 novembre ou du 15 octobre. Pareil pour naissance et conception. Les prénoms qu'on vous donne sont une image, un lien que vous portez. Vous appelez René. Je l'ai déjà dit. Je ne sais pas si vous étiez là, Cécile. Ah, Cécile Vincent. 22 janvier. Il y a celui-là aussi. On va compter 22 janvier. Donc, Mamie Jeanne est née quand? Est-ce qu'elle a d'autres prénoms, Mamie Jeanne? Sans tous ces prénoms, on va avoir du mal à trouver le lien. Mais Cécile, René. Ok. Quand Cécile, je vous dis René, ça vous parle de quoi?
Donc, j'entends que Jeanne est morte quand vous aviez 9 ans et qu'elle en avait 63, c'était une fille de la DAS. Ça me donne toujours pas ses autres prénoms et sa date de naissance et de conception, si vous l'avez. Pour l'instant, Jeanne, je ne peux pas le mettre en lien avec le reste. Donc, si vous n'avez pas de date, on fera sans date. Enfin, on ne fera pas d'ailleurs, parce qu'on n'a rien à faire ce soir. Cancer du sein. Alors, suivant le sein, non, je ne vais pas dire suivant les seins. Cécile, si vous êtes droitière, c'était votre sein gauche atteint du cancer. Je me trompe? Valider en clair, hein. Oui, oui, sein gauche, cancer, oui, droitière, etc. Si vous étiez gauchère, c'était votre sein droit qui était atteint du cancer. Mon père. Pardon Cécile, mais j'ai un train de retard, je ne comprends plus vos réponses. Oui, vous appelez René comme votre père, je suis d'accord. Ça, j'ai compris. Ah, quand je vous dis René, vous pensez à quoi? À votre père? Non. René. Avec un trait d'union entre les deux. Renaître. Ok? Vous êtes là pour faire renaître quelqu'un qui est mort. Votre père aussi est là pour faire renaître quelqu'un qui est mort. Donc l'hypothèse que je fais là ce soir, c'est que Jeanne a perdu des enfants avant votre père, que votre père s'appelle René pour remplacer les enfants morts, et vous avez pris l'histoire de votre père, René, pour le soulager dans ce travail-là, okay, mais qu'en plus vous êtes collé à l'histoire de votre grand-mère. Cécile, oui, les deux à gauche. Ok, droitière, les deux à gauche. Votre sein gauche est atteint parce que ça parle de votre affectif. C'est avec le sein gauche, quand on est droitière, qu'on nourrit son enfant. On tient avec le bras gauche, ok. Il tête le sein gauche, ok. Et on peut faire des choses avec sa main droite. C'est le fonctionnement de la droitière. Donc si je m'occupe de mon enfant, le teckel, le York et tout ça, j'ai pas compris les âges de quoi, de qu'est-ce, peu importe, c'est pas le détail ce soir-là. Le détail, c'est que vous avez fait a priori vos cancers en revivant les drames de votre grand-mère qui a perdu ses enfants. Donc si vous pouvez trouver les traces des enfants morts avant votre père, vous pourrez faire une constellation pour guérir. Pardon, je n'ai pas le droit de dire, pour soigner, pas non plus, pour dépasser. Pour dépasser les deuils que cette grand-mère n'a pas fait. On va faire le deuil de cette grand-mère. Je vous fais des schémas avec mes mains. Sur Messenger, je ne peux pas faire mieux que ça, qu'avec mes mains. Mais le lien entre la grand-mère qui perd ses enfants, qui fait un fils René pour les remplacer, René qui fait un enfant qui s'appelle Cécile René, qui fait des cancers du sein, Cécile René est en lien, pour moi, avec cette grand-mère Jeanne, même si pour l'instant on n'a pas de date, on n'a pas de validation, et j'aimerais bien, Cécile, que vous me trouviez sa date de naissance. Ça permettrait de valider mon hypothèse. Vous êtes forcément en lien avec cette grand-mère, vous revivez dans votre vie à vous, à travers tous les chiens qui meurent, la perte des enfants, puisque ce sont vos bébés. Donc, cancer du sein. Je n'ai aucune idée si les cancers du sein sont concomitants à la perte de vos chiens, mais ils sont concomitants à la perte de quelque chose. A priori, vous tenez comme pour vos enfants. En attendant que Cécile réponde, je reviens sur Marie-Claire. Voilà le principe. Pour faire le deuil, il faut faire une séance spécifique sur le deuil pour régler les comptes avec celui qu'on a perdu. Même si c'est très vieux, j'ai vu des choses, des très 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 vieux deuils qui n'ont jamais été faits. Et ça marche très très bien.
et ça libère et ça change la vie et ça change tout. Ce qui fait que tu seras plus attaché à ce lieu et tu pourras en être libéré et faire ta vie. Marie-Claire, le lieu, la personne. Cécile, c'est un peu brouillon entre les TKL, les 9 ans, les 63, la DAS. Donc voilà, je vous établis ça au fur et à mesure. Mais si Cécile pouvait nous donner dans les 2 minutes qui restent la date de naissance de sa grand-mère et potentiellement ses autres prénoms, eh ben on aurait un signe. Alors j'espère qu'elle le fera dans le chat, si elle n'est pas tout de suite. C'est chaud, je suis en larmes. Ben oui, c'est qu'on touche vraiment le grand sujet, Cécile, là. Et c'est vraiment celui-là qu'il faut aller travailler. Il faut libérer ce sujet-là. C'est important parce qu'il est en train de... Il dirige votre vie depuis tout ce temps, en fait. Et c'est l'heure. C'est l'heure. Et être en larmes, ça veut juste dire que, à travers tous les éléments qu'on a trouvés, qu'on a repérés, qui font une forêt d'indices qui vont dans un même sens, on trouve une hypothèse. Votre inconscient, avec cette émotion-là, valide notre hypothèse. On n'est pas en train de raconter n'importe quoi puisque ça vous touche. Et donc, il faut aller plus profondément et nettoyer tout ça et hop, ce sera terminé. Donc voilà, la piste que vous gagnez ce soir, Cécile. Mais j'aimerais bien qu'à un moment, vous me posiez la date de naissance et les autres prénoms de Jeanne, juste pour que je puisse valider. Je n'ai aucune idée. Ok. Alors, si vous pouvez trouver ça, vous revenez dans cette vidéo-là, dans le complément, dans les jours qui viennent, et vous posez les prénoms, les compléments. Et moi, je ferai la validation du lien que j'ai potentiellement trouvé. Mon hypothèse, c'est Jeanne. Alors, Jeanne, ça se fête le 30 mai, donc c'est pas ça. Jeanne est née à plus ou moins 7 jours du 15 octobre ou du 22 novembre. Il y a aussi votre date d'anniversaire et votre date de conception. Ça fait 4 dates potentielles. Mais René, Cécile. Ok, il y aurait d'autres choses à décoder avec votre prénom, mais trop de non-dits dans ma famille. Mais c'est pas parce que les morts n'ont pas été nommés que vous pouvez pas les trouver. C'est de la pure généalogie. Au niveau de votre grand-mère, au niveau de votre père, c'est très très facile de trouver les enfants morts. Il n'y a aucun problème, c'est de la généalogie. Je vais commencer là mardi soir. Non, on est lundi soir. Je vais commencer mercredi soir, pardon, les webinaires en ligne pour apprendre à chercher ses ancêtres. Et c'est très facile. En 8 heures, vous savez faire votre arbre comme moi, après 20 ans, je sais faire, puisque je vous donne toutes les astuces pour le faire. Donc, 48 minutes. On ne va pas assister plus longtemps. Le livret de famille nous donnera des réponses. Et je vous parie, attention, je m'engage, je vous parie que vous êtes en lien de au moins une date, voire 2 avec cette grand-mère. Et je l'écrirai dans le chat dès que vous m'aurez posé les dates. Vous posez les prénoms, les dates de votre grand-mère et vos prénoms et votre date de naissance. Donc on a déjà Cécile et René avec votre date de naissance et voilà. Tout ça, on fera le lien et vous qui suivez la vidéo, vous aurez dans les commentaires le résultat de ce pari que je prends devant vous. Il y a cette piste, et la plus grosse piste, c'est l'émotion de Cécile. Okay, c'est vraiment son émotion qui me guide à dire « Ok, je suis sur la bonne piste ». Pour dire que voilà, il y a un lien avec elle, elle porte son histoire, il faut juste libérer l'histoire de cette grand-mère pour libérer Cécile. Je ne suis pas sadique, hein. Je ne vais pas chercher à faire pleurer les gens exprès, mais c'est l'émotion qui va nous dire que oui, on est sur la bonne piste inconsciente. Puisque les émotions sont stockées dans l'inconscient, et quand on y va direct comme ça, sans passer par le cerveau, pouf, les émotions sont là. Alors effectivement, il faut que Cécile fasse une vraie séance de thérapie pour sortir de ça, mais voilà, elle a déjà la piste, et juste de prendre conscience de la piste qu'elle a maintenant, c'est une grande chance, parce qu'elle va déjà commencer à libérer quelques pourcentages de
histoire transgénérationnelle, histoire dramatique transgénérationnelle qu'elle porte. Je vous laisse, je vous dis merci encore de votre participation. Et puis ce soir, c'était le deuil, l'attachement, la dépendance à travers le deuil. J'ai fait une vidéo sur YouTube qui parle de ça sur ma page, c'est pas sur ma page, c'est sur ma chaîne YouTube. Il y a une playlist qui parle de thérapie transgénérationnelle et une vidéo qui parle de syndrome de Raynaud, dépendance affective égale transgénérationnelle. Syndrome de Raynaud plus dépendance affective égale transgénérationnelle. Ça vous détaillera ma façon d'aborder le transgénérationnel et comment je peux faire des paris comme ça avec Cécile. Cécile née le 15 mars 73, ok. Et on va attendre les prénoms, les dates de Jeanne pour valider ça. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis pas à lundi prochain parce que je vais pas travailler le 24 au soir, ni le 31 d'ailleurs. Hein, je vais vous laisser dans vos familles, avec vos amis, passer ces 2 soirées-là et je vous retrouve donc début janvier, le lundi 7 janvier. À l'année prochaine. Merci et bonne soirée à vous.